Merci beaucoup Stéphanie. On va revenir sur cet échange avec Frédéric Valletoux. Bonjour. Bonjour. Président Horizon de la Commission des Affaires sociales. Gabriel Catala, bonjour. Député La France Insoumise du Val d'Oise. Alors, les Insoumis accusent le gouvernement de quoi? De grossir le trait sur la censure, sur les conséquences de la censure. Qui dit vrai, qui dit faux, Frédéric Valletoux? Je comprends que le discours depuis effectivement cette censure de début décembre, c'est de dire ça ne coûte rien au pays, ça ne coûte rien à l'économie, ça ne coûte rien aux Français, ça ne l'empêche pas la France de fonctionner, l'État de fonctionner. Alors, on va être honnête, c'est en partie vrai. L'État s'arrête pas au 1er janvier. Les salaires des fonctionnaires ont été payés. La loi spéciale a permis de faire fonctionner le pays. Mais c'est une chose entre faire fonctionner le pays et apporter ce que cette loi de finances, ces lois de finances pour l'État et pour la sécurité sociale portaient en elles. C'est pas des textes géniaux. Franchement, on est dans des textes de compromis. Je suis le premier à le dire. Mais néanmoins, c'est 7 milliards de plus, 5 milliards de plus pour l'hôpital. 5 milliards de plus, on prend pour l'hôpital aujourd'hui. C'est tout un tas de choses. Et par la retraite des agriculteurs, des nouvelles règles dans le PLFSS qui n'auraient pas pu être mis en œuvre si on ne va pas jusqu'au bout de ce PLFSS. Donc c'est des choses qui changent, qui bougent et qui sont positives. Il faut les prendre dans ces temps qui sont difficiles. Gabriel Catala, la loi spéciale, elle est, comme le dit le gouvernement, temporaire. Elle ne permet pas à l'État d'avoir forcément tous les budgets qu'il souhaite. Il faut être contraint, faire exactement comme l'année dernière. Le gouvernement a raison quand il dit cela aussi. La loi spéciale, elle est entrée en vigueur au 1er janvier. Elle permet de continuer à payer les fonctionnaires, à faire en sorte que l'État fonctionne. Elle permet de prélever l'impôt. Et si on voulait, par exemple, indexer l'impôt sur l'inflation, déjà, on avait déposé un amendement sur la loi spéciale qui avait été censuré par Mme Braun-Pivet. Et là, on pourrait mettre en place ce qu'on appelle une loi des mesures d'ordre financier. C'était proposé par M. Coquerel et par M. De Courson. Cette loi spéciale, elle permet à l'État de financer toute l'année puisqu'elle reconduit le budget de 2024, qui est un budget moi qui ne me satisfait pas, c'était déjà un budget d'austérité, mais qui est moins pire que le budget de 2025. Donc là, avec la censure, on évite la continuation de la casse sociale qui est prévue dans le budget qui nous est soumis, qui est encore pire que celui de M. Barnier. Mais si aujourd'hui, milliards d'économies en plus. Certains chefs d'entreprise n'embauchent pas, attendent, s'il est près de la banque, on leur dit attention, on va voir comment ça se passe. Bayrou a autorisé par circulaire à décaisser uniquement 25% de ce que permettait cette loi spéciale. Or, il aurait pu déjà décaisser 70% ou plus. Et donc le gouvernement, finalement, c'est octroyer les pouvoirs du Parlement, c'est-à-dire il a décidé que le budget qu'il avait prévu passerait et donc il a fait en sorte que l'austérité s'applique déjà avant même que le budget soit appliqué par le Parlement, ce qui est catastrophique. Normalement, la loi spéciale, déjà je préfère le préciser, c'est la première fois dans notre pays que cela se produit. Et donc il n'y a aucune jurisprudence, aucun précédent sur comment pourrait s'appliquer cette loi spéciale. Mais un budget avait été revoté très rapidement. Et donc c'est un peu technique pour les gens qui nous regardent, mais il y a dans notre loi une loi qu'on appelle la LOLF qui permet tout à fait de fonctionner sur l'ensemble de l'année avec la loi spéciale qui est entrée en vigueur au 1er janvier. Frédéric Valletoux, on ne va pas revenir sur ce débat un peu technique, mais apparemment cet argument en tout cas a fonctionné chez certains électeurs puisqu'ils ont poussé aussi les socialistes à ne pas vouloir de censure. Le RN dit qu'il ne faut pas d'instabilité. J'entends les arguments qui sont donnés. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. L'État ne s'est pas arrêté au 1er janvier, dont acte. Ok. Est-ce que les mesures nouvelles, qui sont pas faramineuses, ok, ça on peut en discuter, mais qui sont dans le PLF, les coupes budgétaires drastiques. Attendez, coupes budgétaires. Là, on va passer d'un déficit sur la sécurité sociale qui était à 16 milliards l'objectif. On va passer dans le budget de l'État pour la sécurité sociale. Il manque 4 milliards dans 8 milliards de dépenses dépenses pour notre modèle social. Je suis pas sûr que ce soit un budget d'austérité. Ne parlons pas de budget d'austérité. Et ces 8 milliards-là, on ne peut les verser, les servir, les mettre dans les politiques publiques concernées que effectivement si on vote le PLFSS pour 2025 et idem pour les budgets de l'État. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un budget qui est moins dur que le budget Barnier parce que l'objectif de déficit, on peut en parler parce que moi je trouve ça malheureux, mais je ferme la parenthèse. Mais enfin, l'objectif de baisse du déficit est moins fort. On remet même des dépenses 6 milliards pour le PLFSS, la sécurité sociale. Donc ne parlons pas de budget d'austérité. Par contre, effectivement, tout ça ne peut s'appliquer que s'il y a un vote du Parlement. Allez, on va passer à un autre thème des questions au gouvernement. Vous en avez peut-être croisé sur votre route vers l'Assemblée nationale. Il y avait beaucoup de policiers du syndicat Alliance qui ont manifesté. Une question a été posée par un député de la droite républicaine. Je vous propose d'écouter François-Noël Buffet, qui est ministre auprès du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
la LOPMI sera respectée et que l'objectif des 15 milliards d'euros pour 2027 sera également respecté. Peut-être vous dire que pour 2025, nous sommes aussi également dans le respect des engagements qui avaient été pris. Et j'ai rappelé tout à l'heure l'engagement de 800 millions d'euros supplémentaires sur le budget 2025 qui maintient à la fois les capacités opérationnelles de l'ensemble des personnels et celui de l'immobilier. Donc nous n'avons pas de difficultés. Point particulier peut-être, puisque vous parliez du rassemblement d'un important syndicat de police tout à l'heure, la police nationale, son budget sera en hausse de 250 millions d'euros par rapport à l'année dernière, grâce justement à cette loi de finances dont nous attendons l'approbation par votre Assemblée et le plus tôt possible, car sans approbation de ce budget, nous aurons des difficultés à tenir les engagements qui ont été pris et pour permettre à nos personnels de remplir la mission qui est la leur de la sécurité de notre territoire et de tous les Français. Et on va retrouver salle des 4 colonnes Stéphanie Despierres, puisqu'elle est en compagnie du député Lepers. C'est celui qui a interpellé le gouvernement sur cette question. Est-ce que vous avez été satisfait de la réponse du ministre ? Alors, j'ai été rassuré sur le fait de respecter les objectifs pour la loi d'orientation. Après, ça ne répond pas à toutes les questions en termes d'effectifs, de remplacement de matériel sur les territoires, ce que d'ailleurs nous ont rappelé les policiers lors de la manifestation ce matin. C'est-à-dire qu'on a l'argent, mais on a du mal à déployer les forces de l'ordre, c'est ça que vous dites ? Pour l'instant, on a l'air d'être rassuré sur l'argent, mais il faut absolument qu'on arrive à déployer ce que j'appelle du bleu sur le territoire, mais pas que des effectifs. On nous a parlé aussi ce matin beaucoup de matériel à refaire, etc. Donc rassuré, mais après, vous savez, moi j'ai confiance dans la politique de Bruno Retailleau. On sait qu'il veut bien faire. Par contre, maintenant, je pense vraiment qu'il faut qu'on lui en donne les moyens. Et notamment pour des territoires comme les miens, qui sont des territoires gros, qui rencontrent aujourd'hui d'ailleurs les mêmes difficultés que dans les grandes villes. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Ce que dit le ministre là, c'est que l'enveloppe de la police, elle est plus conséquente dans le budget. Il faut encore que le budget soit adopté, que le gouvernement ne soit pas renversé. Alors l'enveloppe est conséquente, mais en réalité, il faut regarder comment cette enveloppe est dépensée et surtout si ça prend en compte l'inflation. Or, ce n'est pas le cas. Moi, ce que je remarque dans le budget, c'est que pour la police, c'est que comme dans le budget de M. Barnier, il y a la suppression de 5000 postes de police judiciaire dans le budget qui est toujours dans le budget de M. Bayrou. Donc j'aimerais savoir, par exemple, quand le gouvernement dit qu'il va mieux poursuivre et mieux faire des enquêtes pour aider les femmes victimes de violences, quand on va mieux lutter contre le narcotrafic, comment on peut faire ça avec 5000 postes de police judiciaire qui disparaissent? Ensuite, je sais que les policiers manifestent devant l'Assemblée nationale, notamment à l'appel du syndicat d'Alliance, qui, vous en doutez, est un syndicat qui ne me plaît pas du tout, puisque c'est un syndicat d'extrême droite. Le syndicat Alliance défend mal les policiers, parce que les policiers ont tout intérêt à la censure du budget. Pourquoi? Parce que dans ce budget, l'indemnisation des arrêts maladie de tous les fonctionnaires, donc des policiers, des pompiers et des militaires, ne sera plus indemnisée qu'à 90% et non plus au lieu 100%. de 100%. Donc pareil, c'est de la même manière que les policiers, pas de jour de carence supplémentaire, mais une diminution les policiers, comme tous les Français, vont payer leur facture d'électricité plus cher, puisque ça va coûter ça va arriver cette année à toucher 10 millions de Français avant de toucher l'ensemble des Français l'année prochaine. Et donc, s'ils étaient défendus correctement par leurs syndicats, les syndicats devraient appeler à la censure. Alors Frédéric Valtou, pardon. Qu'est-ce que vous dites à Gabriel Catala sur les policiers? Finalement, ils devraient regarder à deux fois ce budget censuré ou non. Et qu'est-ce que vous dites de votre partenaire de droite? Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, était auprès des policiers. Lui, vous le savez, il va vouloir augmenter le budget, plus de police. Est-ce que vous êtes tout à fait à l'aise avec ces demandes de la droite? Non, mais Bruno Retailleau, il est dans une perspective, c'est mettre en œuvre la loi pluriannuelle sur les moyens de la police, de la sécurité intérieure, pardon. Et donc cette loi-là, cette loi d'orientation va être mise en œuvre, comme d'ailleurs sur les forces armées, de la même manière, on a voté dans la précédente législature une loi d'orientation dont maintenant on doit dérouler la mise en œuvre. Bon, ça c'est la première chose. Et il y a des moyens supplémentaires dans ma circonscription. Moi, c'est une brigade de gendarmerie en plus. C'est pas la mer à boire, mais enfin c'est quand même 15 postes de gendarmes qui doivent arriver sur un territoire rural. Et moi, je suis très preneur et j'ai vraiment hâte, qu'elle arrive. Au-delà je vous entends, mais j'entends les arguments de dire sur le plan technique, etc. Enfin, pardon, mais je pense qu'aujourd'hui, vous vivez un réveil qui est douloureux. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que les Français, ils ne vous suivent pas dans cette idée de dire que c'est mieux sans budget, c'est mieux grâce à la censure, la situation. Je pense que ce qu'on voit vous-même, il y a une loi spéciale qui est entrée en vigueur qui permet au pays de fonctionner. Qui se déroulent depuis début décembre. Plusieurs élections partielles. Plusieurs élections partielles qui montrent que depuis Louis Boyard
la semaine dimanche dernier, si on remonte jusqu'à même l'élection dans l'Isère il y a quelques semaines, on voit bien que les scores qui sont ceux de vos candidats ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez à chaque fois. Et que quelque part, c'est aussi l'expression des Français qui vous disent là, vous nous emmenez dans une aventure qui est une impasse. Et je pense que ça, je connais les éléments de langage qu'on me répète non, c'est pas des éléments de langage. Élections partielles qui ne veulent rien dire sur les élections avec ça veut rien dire. Oui, allez, ça arrange tout le monde de voir les résultats qu'il veut voir dans des élections partielles. Mais quand on cumule les mêmes résultats, ça veut dire quelque chose. Allons voir ce que les Français pensent, que la communauté sur Twitch d'Hugo Perchoir a pensé de la séance des questions au gouvernement. Bonjour Hugo, dites-nous quel est le top 3 des sujets que vous avez retenus. Bonjour Elsa, et oui, le top 3 en troisième position, c'est évidemment les questions sur les questions d'assurance et les dérèglements climatiques avec ce qui s'est passé évidemment en Ille-et-Vilaine. En deuxième position, c'est les sujets de passe culture. Bah oui, Twitch évidemment, c'est une population qui est plutôt jeune, donc évidemment le passe culture est un sujet qui les touche, mais ce qui est arrivé très largement en tête, c'est évidemment les questions sur le budget qui va être adopté si la motion de censure n'est pas adoptée demain. Évidemment, ça n'a pas manqué de faire réagir le chat. Et ça fait réagir notre plateau également, les questions du budget. Votre question, Hugo, pour Gabriel Catala. Oui, bonjour Madame la députée, c'est une question de ma communauté justement qui dit LFI propose d'augmenter massivement les dépenses publiques sur la santé, la retraite, etc. etc. Comment allez-vous y arriver sans creuser davantage un déficit déjà alarmant ? Alors ça, nous y répondons depuis 2017. Grâce à plus de justice fiscale. Plus d'impôts. C'est assez facile. Moi, j'assume totalement de dire qu'il faut dépenser plus. Par exemple, vous parliez de la question de ma collègue sur les assurances, sur les inondations, les méga-feux, etc., sur le dérèglement climatique. Pour lutter contre le dérèglement climatique et pour mettre en œuvre une politique de bifurcation écologique, il faudrait investir plus de 50 milliards par an. C'est le résultat de divers rapports. Comment peut-on se dire que là, le budget qui nous est présenté coupe les dépenses de l'écologie de 2,5 milliards, ça va. C'est plus d'impôts. Évidemment, on l'a répété assez de fois, l'ISF rapporte 15 milliards, la taxation des super-profits peut rapporter jusqu'à 20 milliards. L'impôt que nous avions présenté, l'impôt Zuckman, qui taxait les 142 plus grandes fortunes françaises sur leur patrimoine, rapportait 17 milliards. Et tout ça correspond au chiffrage que nous avions présenté lors de notre campagne présidentielle de 2022 et encore une fois à l'automne, qui était notre contre-budget Nouveau Front Populaire. Tout ça permet de mettre en œuvre une politique totalement différente sur la bifurcation écologique et sur les services publics en général. Alors un autre sujet pour la question à Frédéric Valletoux, on ne parle pas de budget, on parle scrutin, Hugo. Oui, tout à fait. Bonjour Monsieur Valletoux, Monsieur le Président, même j'ai envie de dire. François Bayrou veut réformer le mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille dans une manœuvre que certains interprètent comme une manière de sauver la face des partis présidentiels pour le scrutin de 2026. Est-ce que c'est vraiment ça la priorité des Français et du pays, de réformer un scrutin pour des fins électorales, selon certains ? Je ne suis pas complètement emballé par cette idée de réforme du scrutin, effectivement, de ces trois grandes villes. Maintenant, pourquoi pas le sujet. On vote par arrondissement, Pour autant, voilà. Il y a un sujet qui est posé, et d'ailleurs qui est posé autant par le maire de Marseille que par le maire de Lyon, que par les élus de Paris. Peut-être pas la maire de Paris, c'est vrai, mais en tout cas par les élus de Paris. Et depuis toujours, ce scrutin Paris-Lyon-Marseille, il pose des problèmes de clarté, de lisibilité, de représentation démocratique, et puis il pose aussi un problème à un moment où les agglomérations ont pris un poids majeur. À Lyon, on le voit, à Marseille de plus en plus, et à Paris, autour de ce Grand Paris, on voit bien que les articulations se font mal entre l'échelon local, l'arrondissement, l'échelon de la mairie centrale, et puis l'articulation avec l'intercommunalité. Donc poser la question du scrutin, sur le fond, c'est une vraie question. Est-ce que maintenant, c'est l'urgence du moment ? Je suis comme vous, je me pose la question. Je n'ai pas été complètement convaincu par la notion d'urgence. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet. Bon, vous avez les réponses à vos questions, Hugo. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour votre top 3 et vos questions aux députés. On va passer sur un autre sujet. Est-ce qu'après tout ça, après le budget, on va pouvoir réformer la réponse du Premier ministre ? Cette étape n'est que le début du travail que nous avons à accomplir. J'ai utilisé l'image peut-être un peu forcée de l'Himalaya, chaîne de montagnes de 2000 km sur laquelle il y a 8, si je ne me trompe pas, sommets de plus de 8000 mètres. Et il y a des crevasses, vous avez raison, monsieur le député. Et donc il y a un immense travail à accomplir pour retrouver le climat de confiance que vous avez indiqué.
Ce climat ne sera pas retrouvé si nous ne sommes pas capables, les ayant identifiés, de proposer une stratégie sur ces très grands sujets, je ne veux pas les lister exhaustivement, de l'éducation nationale à la santé, en passant, et je commencerai par cela, par la réforme de l'État. C'était aussi votre président Horizon, Édouard Philippe, qui avait l'air de suggérer que pendant les 2 prochaines années, on ne fera rien ici à l'Assemblée. Non, il n'a pas dit qu'on fera rien, il a dit qu'on ne ferait pas de grandes réformes. Et il faut être honnête. Et quand on parle entre députés, c'est ce qu'on se dit. C'est-à-dire que dans le contexte d'éclatement de politique et de difficultés déjà sur le budget à trouver des voies de passage, on voit bien que ce n'est pas le moment de faire passer une grande réforme sur les institutions, et je parle sur la décentralisation par exemple, sujet qui revient fréquemment, une grande réforme de modernisation de l'économie, une grande réforme, voilà. Donc on voit bien qu'on est contraint par la situation politique, et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on peut faire sur la santé avancer le sujet de la santé sans faire voter des grandes réformes. C'est une question de volonté et de volontarisme politique. Gabriel Catala, en un mot, est-ce que cette Assemblée, elle est condamnée à faire du surplace pendant les prochains mois, les prochaines années? On voit le blabla de M. Bayrou qui en réalité n'a pas grand-chose à proposer à part le retour du cumul des mandats ou quelques sujets de niche comme ça qui sont vraiment pas du tout la priorité des Français actuellement. Là, il va passer en force un budget de la sécurité sociale, un budget de l'État. Déjà, je serais lui, je ne serais peut-être pas aussi serein d'être toujours là dans 2 semaines puisqu'il y a 4 motions de censure dans les 10 jours qui viennent, 1 sur le budget et 3 sur le budget de la sécurité sociale. Et bien sûr que ce qu'il va faire, c'est... On va rejoindre... proposer des mesures d'extrême droite. Demain matin, on discutera, non, après-demain, pardon, de la limitation du droit du sol à Mayotte. Et après, le gouvernement a proposé une loi immigration on va rejoindre pour tenir la grâce aux commission lois des du finances, Rassemblement c'est Éric national. Coquerel qui doit être en train de s'exprimer. Merci Gabriel.